Merci Eddie Walter d'être venu. Bon, pour commencer, on aimerait bien savoir avec ce projet quasi expérimental, comment il a mûri, parce qu'en fait, c'est un projet qui est d'une certaine manière, quand on le voit, on se dit que c'est non commercial. Alors comment est-ce que ça a pu arriver, déjà à être filmé et à venir dans à être conçu? Alors, non commercial, oui et non. C'est-à-dire que c'est sûr que quand vous allez proposer un film à des financiers ou à des producteurs en leur disant je veux faire un film en yiddish, en noir et blanc, en plan séquence, c'est pas la manière la plus simple de récolter a priori de l'argent, en fait, en vérité, pour monter un tel film. Mais en même temps, on est à une époque de l'histoire du cinéma où les propositions d'une certaine manière radicale fonctionnent. C'est-à-dire qu'en fait, soit vous allez faire quelque chose d'extrêmement commercial et très très populaire, à la fois sur le fond et sur la forme, encore que ça a bougé aussi un petit peu, c'est-à-dire qu'on voit maintenant des films avec de grands succès commerciaux qui sont radicaux dans leur forme, hein. Je pense par exemple au film qui a eu l'Oscar l'année dernière. Donc c'est une période de l'histoire du cinéma où la radicalité fonctionne. Les gens sont confrontés à tout un type d'images, sont confrontés à tout un type de récits, de narration. La série a beaucoup restauré aussi l'importance de l'écrit, du dialogue. Les formes sont quand même très plurielles. Donc c'est un moment de l'histoire où il y a une pluralité très importante de ce qu'on peut voir, visionner, consommer, j'allais dire, comme image. Et donc, finalement, cette proposition, elle a fonctionné. Elle a fonctionné à tel point que des financiers importants se sont adjoints à la production du film, en particulier Canal+. Au départ, Canal+ était très réticent, et puis on leur a envoyé pendant le tournage la scène de la synagogue, en fait, qui est une scène très importante à l'intérieur du film, et le soir même, ils nous ont téléphoné pour nous dire qu'ils rentraient dans le financement. Euh, donc, j'allais dire que l'architecture financière du film, l'architecture de production, elle a étrangement, elle n'a pas été si compliquée que ça à monter. C'est-à-dire, elle a nécessité euh, une action, j'allais dire, internationale, au sens où on a été chercher de l'argent dans beaucoup de pays, en particulier des fondations privées, euh, des fonds de soutien, comme par exemple aussi effectivement la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui était très importante au début, puisque ça nous a donné aussi une sorte de blanc-seing, j'allais dire, historiographique ou historique, enfin, qui faisait que les gens savaient qu'ils mettaient pas de l'argent dans n'importe quoi, parce que c'est un sujet quand même très casse-gueule, par ailleurs. Et toute une pluralité effectivement d'acteurs de l'industrie classique qui sont rentrés parce que la radicalité de la proposition leur laissait certainement espérer une entrée dans les festivals internationaux. Bon, ce qui est quand même très important pour lancer la carrière d'un film, et c'est ce qui s'est passé. C'est un film qui a fait, je crois qu'aujourd'hui on est à plus d'une centaine de festivals, on est à plus d'une centaine de festivals internationaux dans le monde. On a fait 70 festivals juste aux États-Unis, on en a fait énormément, on a eu beaucoup de prix à Rome, à Shanghai, à Londres, etc. Donc aux États-Unis. Donc finalement, le film est devenu une sorte d'objet international, consommé par des tas de publics. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire que, a priori, c'est un public euh, qui est intéressé par la question, donc un public juif, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire, je compare souvent le destin de ce film au film asiatique, parce qu'en fait, quand vous allez voir un film asiatique, vous connaissez pas forcément la société coréenne, vous connaissez pas la société japonaise vraiment très bien, vous connaissez pas la société chinoise forcément très bien, surtout qu'elle est quand même très diverse. Donc ces sociétés asiatiques, vous les connaissez mal, mais finalement, quand vous rentrez pour regarder un film, j'en sais rien, encore une fois, qu'il soit turc, égyptien, asiatique, vous rentrez dans un univers, on vous prend par la main, et puis vous n'allez pas chercher tout le temps à savoir si vous comprenez de quoi on parle ou de quoi on parle ou pas. Vous allez vous laisser prendre par la main, et donc je crois que la sincérité de cet univers aussi, il était très important, parce que c'était très important, pardon,
à restituer parce que voilà, ça reste au fond une histoire universelle, c'est une histoire d'amour qui se termine effectivement très mal, mais c'est un conte universel. Et ça, c'est commercial, d'une certaine manière. Donc, Mais alors la question du yiddish, est-ce que ça s'est imposé, à vous d'emblée? Non, mais moi, je dis tout le temps ça, mais ça, c'est vrai que c'est un point très important sur lequel je le dis souvent dans les débats qu'on organise quand il y a des séances spéciales ou que ce soit dans le monde, je le dis partout. Je dis, moi, j'ai pas du tout voulu faire un film en yiddish. Absolument pas. Je me suis pas levé un matin en me disant je vais faire un film en yiddish. C'est pas du tout mon idée. J'ai fait un film en yiddish parce que les gens qui parlent. D'ailleurs, je suis ni yiddishophone ni yiddishiste. Donc, ça, c'est aussi important de le dire. Donc, j'ai pas voulu faire un film en yiddish, j'ai fait un film en yiddish parce que j'ai voulu rendre justice à des gens qui s'incarnent dans des personnages, dans mon film, dont la langue était le yiddish. Voilà, c'est-à-dire que ne pas les faire parler yiddish, ça serait les trahir une seconde fois. Ils ont déjà été trahis une fois, j'allais dire par la civilisation, d'une certaine manière, c'est-à-dire l'histoire les a trahis, la politique, donc la violence politique qui s'est exercée sur cette société l'a détruite, l'a assassinée. Si je ne les fais pas parler en yiddish, c'est extrêmement problématique, mais c'est presque une question d'éthique et de morale cinématographique. Voilà, donc tout le propos du film, c'est de montrer les gens vivants dans toute leur vivacité, dans toutes les problématiques auxquelles leur vie se confronte. Il faut savoir que on a beaucoup représenté ce monde-là, le monde du Yiddishland, à cette période de l'histoire, dans les films, comme souvent étant en proie soit avec la destruction, soit avec la misère. Là, c'est pas du tout le cas du film, puisqu'on les montre certes traversés par j'allais dire la violence de l'histoire, la guerre qui approche, etc. Mais ils sont dans des problématiques de vie aussi extrêmement banales et quotidiennes, et donc les montrer dans toute leur, encore une fois, dans toute leur vivacité, dans toute leur quotidienneté, j'allais dire, ça passe aussi par l'usage de la langue, et cette langue-là, c'était le yiddish. Voilà, c'était pas, encore une fois, je vais faire un film en yiddish. Je connais des gens qui font ça, qui se disent je vais faire un film en yiddish, mais moi j'ai pas du tout voulu faire un film en yiddish. J'ai fait un film en yiddish parce que mes personnages parlent yiddish, parce que ces gens parlaient yiddish et que c'était leur langue. On peut pas leur enlever ça. Oui, alors justement, tout à l'heure, vous parliez de retour à la vie, de montrer comment ces gens vivaient, juste avant le Khorban, juste avant la destruction. On n'entend pas que du yiddish, on entend aussi des langues slaves, de l'ukrainien. Oui. Et donc, c'était aussi pour vous l'intention de montrer finalement une sociabilité qui n'est pas simplement un monde yiddish fermé. Oui, absolument. C'est-à-dire, alors déjà, il y a une erreur qui court beaucoup, une sorte en particulier aux États-Unis, mais c'est le cas aussi en partie en Europe, où les gens pensent qu'un shtetl, c'est un village juif. Alors déjà, c'est faux. C'est-à-dire que le shtetl, ça peut être plein de choses. Ça peut être une bourgade, ça peut être un petit quartier, ça peut presque être une petite banlieue ou un endroit périurbain comme ça. Ça peut être aussi plus petit, mais c'est surtout un endroit qui est multilingue par définition, puisque c'est un endroit où la majorité de la population est juive, mais pas nécessairement l'intégralité. Donc c'est un monde où se côtoient de facto différentes populations. Il se trouve que dans mon film, on se situe en Galicie, et donc il y a une partie des dialogues qui sont en ukrainien, parce qu'il y a un des trois personnages principaux qui est un Ukrainien qui veut quitter lui aussi la région pour partir à Kiev avec ses deux amis que sont Mendelo et Yuna, qui sont deux jeunes juifs. Mais on les voit les uns et les autres communiquer dans la langue pardon, de chacun, c'est-à-dire chacun communique dans la langue de l'autre, ou peut communiquer dans la langue de l'autre. C'est un monde éminemment multilingue. Les gens savaient évidemment passer d'une langue à l'autre. Il est plus surprenant ou plus étonnant pour les gens d'apprendre que souvent aussi les paysans, par exemple rutènes ou ukrainiens, pouvaient tout à fait se débrouiller en yiddish quand il y avait besoin. Hein. Donc de facto, on se comprend dans la langue de l'autre.
il n'y a pas de propos politiques là, ça c'était juste une réalité, c'était une des réalités du shtetl que d'avoir, j'allais dire, ce support multilingue. Donc ça c'était important pour moi de le restituer dans le film. Voilà, donc oui, c'était une intention évidente, puisqu'elle elle recoupe la réalité de ce monde-là, qui est un monde où on parle plusieurs langues. Il est aussi important de noter que à l'époque où se situe le film, c'est-à-dire entre 1939 et 1941, toute une partie aussi de la jeunesse dans le Yiddishland, alors c'est pas qu'elle abandonne le yiddish progressivement, mais elle s'assimile à d'autres langues progressivement. Et donc, c'est là, il se trouve qu'on est dans un monde rural, donc le yiddish est préservé d'une certaine manière, mais dans les endroits plus urbains ou plus citadins, la jeunesse avait tendance à se diriger vers des langues plus majoritaires, j'allais dire, en tout cas en ce sens qu'elles étaient comprises par plus de monde que le yiddish qui était parlé, soit par effectivement les yiddishophones, soit les gens qui les côtoyaient tous les jours. De fins yiddishophones ont perçu, en regardant votre film, plusieurs accents de yiddish. Ce qui peut paraître éventuellement peu vraisemblable dans le cadre d'un même village, mais enfin en même temps, peu importe. Et à partir de là, j'ai envie de vous demander finalement comment vous avez réalisé le casting. Vous nous avez dit que vous n'étiez pas ni yiddishophone et que vous ne parliez pas le yiddish vous-même. S'agit-il de réels comédiens qui ont appris leur rôle en yiddish ou de yiddishophones qui sont devenus, en fait, pour l'occasion, des comédiens? Alors, il y a différents types de yiddish déjà parce qu'il y a différents acteurs yiddishophones avec différentes histoires de yiddish. C'est-à-dire que si je prends le cas, par exemple, de 4 acteurs, je pense par exemple à deux acteurs très importants du film. Bon, mon acteur principal, Moshe Lobel, qui est new-yorkais, qui a grandi dans un milieu Satmar, donc un milieu chassidique, donc un milieu, pour ceux qui sont profanes, entre guillemets, un milieu ultra religieux. Il faut être précis dans le vocabulaire sur ce genre de sujet. Ultra religieux à l'intérieur d'une sphère qui était très importante dans le monde yiddish, qui est le racidisme, donc qui est un courant mystique. Voilà, un courant mystique né il y a plusieurs siècles, donc qui s'est exporté en particulier aux États-Unis par le biais surtout après la Shoah. Et donc c'est sa langue maternelle, c'est-à-dire que lui, Moshe Lobel, a grandi dans ce monde racidique new-yorkais, où le yiddish est encore parlé aujourd'hui par les gens de cette communauté. Alors c'est un yiddish qui est fortement américanisé, hein, mais qui est quand même du yiddish, c'est-à-dire de toute façon le yiddish a toujours été ouvert aux quatre vents, donc il est pas cette idée d'un yiddish pur et complètement stupide. Il y a plein de yiddish différents en Europe avant la Shoah. Le yiddish roumain n'est pas le yiddish lituanien, qui n'est pas le yiddish galicien, qui n'est pas le bon. Néanmoins, les gens se comprennent, mais vous allez me dire, c'est la même chose en France. Je veux dire, c'est la même chose dans tous les pays du monde, par exemple. Mais là, on est dans un cadre qui est effectivement un cadre, en tout cas, qui dépasse les frontières, qui dépasse les nations. Même si vous pourriez me dire que c'est la même chose avec le français et l'espagnol. C'est vrai qu'on parle le français au Québec, on parle le français en Afrique, on parle le français en France. Bon, mais c'est vrai que le yiddish est traditionnellement une langue transfrontalière. Et l'est historiquement, elle a toujours traversé les frontières. Donc ça, c'est le cas de mon acteur principal. Il est yiddishophone. Un autre de mes acteurs, qui s'appelle Eli Rosen, qui joue le personnage de ce qu'on appelle un Breslev, qui est un autre courant de ce mysticisme juif qu'on appelle le racidisme, qui, dans une scène du film, se trouve dans la forêt, où il se plaint et surtout il s'adresse à Dieu de manière extrêmement véhémente en lui demandant des comptes. Ce qui est, voilà, lui est aussi un yiddishophone, c'est-à-dire c'est sa langue aussi il a grandi en yiddish. Il vient presque du même milieu que Moshe Lobel, mon acteur.
mais lui, il parle un yiddish plutôt hongrois, c'est-à-dire qu'il s'est aussi exporté aux États-Unis, mais qui est donc déjà les deux qui pourtant viennent de New York, les deux ont pas tout à fait le même yiddish. Déjà, donc pour que vous compreniez à quel point on est sur des nuances là, bon voilà. Et ensuite, par exemple, j'ai deux acteurs, Saul Rubinek, qui est un acteur canadien, qui joue le rôle du rabbin du village, qui lui est né en Allemagne en 1945, et il est né à Munich, et il grandit dans un milieu où le yiddish est parlé par ses parents, un yiddish, voilà, sûrement très proche de ce qui se parlait à l'époque dans certaines régions de Pologne. Donc Saul parle ce yiddish-là qu'il a appris, mais qu'il a ensuite oublié, en partie, donc il a dû presque se le réapproprier, ça dans le cadre du film, même si c'est sa langue. Alors c'est très drôle parce que lui part au Canada très tôt quand il est enfant, il arrive à Montréal, et donc il dit toujours que ses deux langues maternelles, c'est le yiddish et le joual, qui est la langue, c'est qui est parlé le français qui est parlé dans les bas-fonds de Montréal. Donc lui va devoir se réapproprier le yiddish pendant le tournage, enfin pas pendant le tournage, pardon, pendant la préparation du tournage. Puis je vais avoir quelqu'un comme Daniel Königsberg, qui est un acteur français dont les grands-parents parlaient yiddish, et qui va réussir à jouer en yiddish parce que c'est une langue qu'il a entendue en fait toute son enfance et que tout d'un coup ça lui revient. Donc après il y a des exemples j'allais dire, presque plus intéressants sur la plasticité de la mémoire ou sur presque l'ADN de la langue. J'ai mon actrice principale qui s'appelle qui s'appelle Anicia Stasevich, qui joue le personnage de Yuna, dont par exemple le grand-père qui est d'Odessa parle yiddish, et quand je la caste, elle sait pas je vois qu'elle se débrouille bien. Et mon coach, qui s'avère être aussi le coach de la série Unorthodox, pour ceux qui l'ont vu, qui joue aussi le rabbin dans la série Unorthodox, me dit ça va, elle arrive à jouer en yiddish, il n'y aura pas de difficulté. Et il se trouve que pendant la préparation du tournage, où il faut que les acteurs principaux maîtrisent absolument le texte en yiddish, elle va, au fur et à mesure, laisser tomber presque le coach, en disant mais ça me revient. Elle disait toujours en anglais « it's in the back of my head », c'est à l'arrière de ma tête. Elle disait toujours c'est une langue qui me revient, à tel point que ça devenait... elle se sentait presque possédée par cette langue qui lui revenait. Alors on savait pas l'expliquer, à tel point que le coach à un moment m'a dit j'ai plus besoin de la coacher, elle parle yiddish en fait. Elle a jamais parlé yiddish. En plus elle vient d'une famille soviétique, donc où les langues évidemment étaient les langues, j'allais dire culturelles, ou les langues régionales étaient disparaissaient souvent au profit du russe, surtout à Odessa d'où elle vient, mais tout d'un coup la langue de son grand-père l'a réhabité, ce qui était très étonnant à voir. Alors je veux pas faire j'en sais rien, moi, d'épigénétique mais je parle souvent d'ADN de la langue ou de plasticité de la mémoire, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement surprenant auquel j'ai assisté, c'est-à-dire le retour de cette langue parlée par exemple par son grand-père, littéralement dans son corps à elle, dans sa bouche, dans sa tête, dans un phénomène extrêmement étrange, à tel point que vraiment c'était bluffant, quoi. Tout le monde était complètement elle parlait le yiddish. Alors, si on passe du côté de la reconstruction maintenant, et non pas de l'émergence des langues, vous avez reconstitué ce que pouvait être un shtetl près de Kiev. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et finalement comment ça a pris place aussi dans votre mise en scène? Oui. Alors moi, je voulais absolument tourner le film en Ukraine. C'est-à-dire le shtetl dans lequel on vivait, puisqu'on a reconstruit, ou plutôt on a construit ce shtetl à 1 heure au nord de Kiev. On l'a peuplé de nos propres ancêtres. Donc c'est devenu une expérience presque mystique, puisque on a donné des noms à certains. Par exemple, je parle de la boucherie, dans le cimetière, on a enterré des gens à nous. Enfin, je veux dire, c'est devenu une sorte de lieu dans lequel on faisait plus que tourner. C'était presque un lieu où on habitait. On a construit
cet endroit à 1 heure, donc au nord de Kiev, au bord de ce qu'on appelle la mer de Kiev, puisqu'en fait un lac artificiel qui avait été conçu par le tsar à la fin du 19e siècle, mais qui a les proportions quasiment d'une mer intérieure. Donc on était côté forêt face à cette mer ou face à cet immense lac. Et donc dans un endroit qui, pour ceux qui connaissent le film Shoah de Lanzmann, ressemble beaucoup d'ailleurs à la scène inaugurale de Shoah, en fait, où on voit ce batelier qui passe sur l'eau en chantant une comptine polonaise d'ailleurs. J'avais d'ailleurs au début, j'avais intégré en hommage direct à Lanzmann. D'ailleurs, je voulais filmer ça au début, puis finalement ça s'est pas fait. Je voulais un batelier qui passe sur l'eau, mais vous remarquerez que le début de mon film se situe en fait effectivement au bord d'un cours d'eau et d'une forêt, exactement comme dans le plan inaugural de Shoah. Pour moi, c'était aussi important de faire le lien avec évidemment avec cette cinématographie-là, puisque c'est vrai que les gens oublient souvent que Shoah n'est pas un film seulement de témoignage. C'est surtout un très grand film de cinéma, en fait. Les gens ont complètement souvent occulté cette dimension. C'est un film qui est très, très mis en scène, et donc c'est un film de cinéma aussi. Donc en plus du reste, et c'est pour ça qu'il en est si fort. Donc on vivait dans cet endroit-là qu'on avait entièrement construit. C'est une trentaine de maisons. Il y a une dimension un peu viscontienne dans le film. Hein, donc c'est vrai que construire une trentaine de maisons. En plus, avec une circulation, donc il fallait que le village soit conçu en fonction du mouvement de la caméra, donc des caméras, donc, tout était construit. Bon, là, c'est la partie western yiddish, quoi. Je veux dire, c'est presque Sergio Leone, là. Donc c'est vrai qu'on a construit toutes ces maisons en fonction du récit et avec une spatialité ou une architecture, j'allais presque dire un plan urbain dans lequel qui était conçu pour les besoins de la caméra. Donc, mais moi, je voulais absolument tourner ça en Ukraine. Je voulais pas le tourner ailleurs. C'était impossible pour moi de tourner ce film ailleurs qu'en Ukraine. Donc la volonté, c'était de construire le shtetl en Ukraine. On s'est lancé dans la construction d'une synagogue. On a mis 4 mois à construire cette choule, avec des charpentiers, avec des peintres. Tout a été peint à la main à l'intérieur. On y a apporté non seulement j'allais dire tout ce qu'on pouvait y mettre en termes de recherche, parce qu'on a beaucoup travaillé avec mon chef décorateur, ce qu'on appelle en anglais, c'est plus qu'un chef décorateur, ce qu'on appelle un production designer, donc Ivan Levchenko et Yulia Antikova qui était la directrice artistique. On s'est appuyé on a beaucoup travaillé sur les archives, sur à quoi ressemblait un shtetl à ce moment-là. Donc c'était un travail colossal. D'abord sur les photographies, sur les archives, sur les documents, et puis ensuite la transformation de ça en une architecture, jusqu'à effectivement construire cette synagogue, par exemple, pendant 4 mois, et la rendre fonctionnelle de manière à ce que ça soit pas juste un décor. C'est-à-dire qu'en fait, ce soit... D'ailleurs, les équipes ukrainiennes, c'était très intéressant parce qu'il y a 90% de mon équipe technique qui est ukrainienne, hein, je veux pas dire de bêtises, mais de tête. Et en particulier toute l'équipe, tout le département artistique, donc tous ceux qui étaient liés au décor, aux costumes, etc., aux prosthetics, enfin, comment on appelle ça en français, aux coiffure, maquillage, etc. Ce qu'on appelle en français HMC, habillage, maquillage, coiffure, enfin, donc tous les départements qui étaient liés à la reconstitution, j'allais dire, et tous les gens qui travaillaient là étaient ukrainiens. Et pour eux, c'était extrêmement important. Il y avait un véritable enjeu mémoriel, c'est-à-dire au sens où ils se sont impliqués là-dedans d'une manière absolument étonnante, parce qu'ils comprenaient bien que c'était très important là vous savez, c'est des pays où la part manquante, hein, ce que j'appelle moi la part manquante, la part absente, la part assassinée, hein, elle est partout. Donc tout d'un coup, et eux-mêmes le sentent, ils grandissent avec ça. Pour ceux qui sont intelligents et sensibles, j'entends, eux ils le savent très bien, mais ils le savent de manière
sensorielle, ils le savent de manière physique. Et donc, quand il s'agit de reconstruire cet endroit-là, on a pu compter sur vraiment le volontarisme, j'allais dire, on pourrait presque parler de volontarisme mémoriel de la part de ces équipes ukrainiennes pour qui c'était très important, là aussi, de ne pas trahir ces gens, même si je tiens quand même à dire que dans le cas de la choule, dans le cas de la synagogue qu'on a construite, elle n'est pas typiquement de style galicien, parce que moi je voulais que cette synagogue, elle comporte un peu tous les styles ashkénazes, de l'Alsace jusqu'à la Sibérie, j'allais dire, que ce soit la maison de tous. Pas que ce soit juste la maison des Galiciens ou des Juifs ukrainiens, mais que ce soit la choule de tous les disparus. Donc j'ai tenu à ce qu'elle soit de style très composite. Vous parlez de la synagogue et justement, je voulais vous interroger sur ce lieu. Nous sommes aujourd'hui à la Maison de la Culture Yiddish. C'était important pour nous de vous filmer dans ce lieu. Hein. La symbolique est forte et nous vous remercions de nous avoir ouvert vos portes ce matin. Et il se trouve que Rachel Hertel est la présidente d'honneur de cette noble maison. Et Rachel me disait l'autre fois que la scène de votre film qui l'a le plus marqué est celle qui justement se passe dans la synagogue. Alors est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? C'est une scène qui est effectivement fondamentale. C'est une scène pour plein de raisons. Bon, déjà, elle était très compliquée à tourner puisque j'avais énormément d'acteurs et de figurants ce jour-là dans la synagogue. Le fait que cette synagogue était, comme je viens de l'expliquer, une synagogue parfaitement reconstruite, parfaitement construite. C'était plus qu'un décor, elle était vraiment habitée par quelque chose de tout d'un coup, quand on se met à tourner cette scène, voilà, il y a quelque chose qui se passe, c'est compliqué à expliquer ça de l'extérieur, mais il y a une forme, un moment de magie, il y a quelque chose de très fort qui se passe le jour où on tourne cette scène, sauf que dans l'histoire du film, c'est la dernière fois qu'ils vont aller à la synagogue. Donc effectivement, c'est un moment très très fort, qui était très fort à tourner, qui était très fort pour tous les gens qui sont dans cette scène. Je parlais du fait qu'on avait situé, nommé, enterré certains de nos aïeux et de nos morts dans le décor lui-même. Là, on y a mis aussi nos familles. Moi, j'y ai mis mes enfants, par exemple, qui sont, en plus de ça, par leur maman d'origine ukrainienne, etc., juive ukrainienne. Donc, mes enfants sont dans la scène. Enfin, il se passe un truc le jour où on tourne cette scène. Donc, je dirais que Rachel Hertel, peut-être elle sent quelque chose. Peut-être ça la marque aussi parce que c'est plus qu'une scène de cinéma au sens où on tourne une scène de cinéma. C'est un moment de l'histoire du tournage aussi, où voilà, on va à la fois rassembler les personnages pour la dernière fois dans cet endroit-là, endroit évidemment si symbolique, si central dans l'histoire du Yiddishland, évidemment, c'est presque stupide de le dire tellement ça semble évident. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui, à ce moment-là, transpirent, des acteurs qui jouent, de l'histoire personnelle, des gens qui sont à l'intérieur, de tout ce qu'on raconte dans le film. Vous savez, c'est un tournage avec une histoire aussi. Enfin, le Monde a fait tout un papier là-dessus dans le M et tout, mais il faut savoir qu'on tourne ce film dans des circonstances très particulières où on a une toute petite fenêtre pour tourner le film avec l'agrément des assurances, parce que la guerre est aux portes, en fait. C'est-à-dire, on sait très bien qu'il va y avoir une attaque à un moment. Donc c'est très compliqué, ce tournage, parce que le poids de la guerre qui arrive est physiquement là, je veux dire. Donc entre les techniciens ukrainiens qui vivent quand même beaucoup avec ça, à ce moment-là, il faut savoir que c'est un pays en guerre aussi, on tourne, hein, et qui est en guerre depuis 2014 à l'époque. Bon, la pression... la pression de Poutine sur le pays est extrêmement forte à ce moment-là. Tout le monde pense même que c'est le dernier été à ce moment-là avant la guerre. Donc il se passe plein de choses ce jour-là. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter tout ça comme ça, mais il y a tellement de choses qui se passent que ça a été un moment
très très fort, dont je me souviens d'ailleurs avec beaucoup d'émotion en fait, parce que c'est un moment qui recoupe là aussi à la fois la mémoire, les mémoires, et l'histoire, et la politique, euh, et le moment présent. Donc c'est quelque chose de très particulier à exprimer, mais qui fait peut-être que cette scène est effectivement très réussie et que peut-être le film a une singularité ou une force que peut-être d'autres n'ont pas. Voilà, j'en sais rien. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'histoire d'amour qui effectivement peut être un fil rouge enfin, sur la longueur du film. En même temps, on peut très bien, enfin, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais lire le film comme une succession de tableaux qui vient d'une certaine manière documenter la vie du shtetl avec les différents lieux, et Oui. puis aussi avec comme différentes scènes qui finalement s'enchaînent pour montrer quelle est la sociabilité du shtetl. Mais bon, tout à l'heure on parlait des langues, mais aussi des endroits, et puis des endroits qui sont conflictuels, et donc filmés comme finalement comme différentes scènes qui renverraient aussi bon, à votre direction des acteurs avec une direction un peu théâtrale et puis quelquefois un peu surjouée. Alors, il y a, il y a dans le film une, une volonté de, de recréation d'un monde. Et la recréation de ce monde va passer effectivement à la fois par une galerie de portraits et aussi par une galerie de situations et par une galerie de lieux emblématiques de la vie du shtetl. Voilà. Tout ça traversé par une histoire qui est une histoire d'amour. Ça, c'est quelque chose que j'assume totalement. C'est-à-dire que la, la volonté, j'allais dire parfois presque pédagogique, elle existe. Donc, parce que le film, c'est 1h45 sous la forme d'un plan séquence qui raconte les 24 dernières heures d'un monde. Donc, si vous voulez faire ça, il faut quand même qu'on vous prenne par la main et qu'on vous donne à voir ce qu'était ce monde-là. Dans toute sa circularité, j'allais dire, dans toutes ses singularités. C'est un topos, ce film, en fait. Donc, évidemment, il y a une mise en scène qui va parfois correspondre au théâtre, en ce sens qu'on est sur une unité de temps, de lieu et d'action. La volonté pédagogique, assumée aussi de pouvoir recréer ce topos, cet endroit dans lequel on circule et dans lequel on découvre toutes les dimensions de la vie du Yiddishland, et en particulier du shtetl. Donc oui, il y a cette dimension théâtrale, assumée, je parlais à l'instant d'unité de temps, de lieu et d'action, donc effectivement il y a un lien avec le théâtre formel, j'allais dire presque. Néanmoins, ça n'est pas un hommage au théâtre yiddish. Vous voyez, par rapport à tout ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est plus lié à mes réflexions sur la manière dont je voulais faire mon film et à ma formation artistique, ou à mes formations artistiques, ou à la pluralité de ma formation artistique. C'est plutôt lié à ça, et à la volonté assumée d'être parfois peut-être un peu didactique ou pédagogique, puisque pour moi c'était important qu'on puisse effectivement entrer de plein pied dans cet univers et y vivre. On est ici à la Maison de la Culture Yiddish où effectivement la troupe de théâtre, enfin les gens qui jouent... Pardon ? Le Tron. Voilà, le Tron Theater qui joue ici, enfin qui est une troupe qui se situe ici, ils se sont les petites voix du shtetl, c'est-à-dire en fait ce sont tous ceux qu'on entend en arrière-plan, en arrière-fond, ils sont venus passer une journée entière à Saint-Ouen dans les audis de mixage, et on a enregistré tous les dialogues d'arrière-plan pour faire exister le shtetl jusque dans les petites discussions qu'on entend en arrière-fond. Voilà, donc on peut les remercier. Ce que je connais très bien, c'est la littérature yiddish et la poésie yiddish. Ça, j'en ai lu énormément. Donc, Sholem Aleichem, par exemple,
que je connais très bien, mais comme écrivain. Ça, oui, ça m'a profondément influencé quand même. Mais je peux citer Aaron Appelfeld, je peux citer qui m'a profondément influencé encore plus, largement même plus que Sholem Aleichem. Je peux citer les récits racidiques de Martin Buber, par exemple, qui sont une compilation de tous les contes euh, racidique, puisque le racidisme d'aujourd'hui n'est pas non plus le racidisme d'avant-guerre et n'est pas non plus le racidisme des débuts, c'est-à-dire du XVIIe siècle, c'est-à-dire espèce de courant mystique qui naît dans les forêts, ce personnage incroyable du Baal Shem Tov qui est un éclusier, qui travaille par ailleurs comme éclusier, dont on parlait tout à l'heure de la scène inaugurale de Shoah, on parlait de l'eau, alors l'eau il y aurait beaucoup de choses à dire aussi, sur le batelier, toutes ces choses-là, ça fait partie j'allais dire, de la narration extrêmement puissante que constitue la littérature yiddish. Je pense par exemple au frère Ashkenazi aussi de Joshua Singer. Joshua Singer qui est beaucoup plus connu aux États-Unis que Bashevis, en fait, qui est plus connu en France. Les gens connaissent mal ici Joshua Singer, connaissaient mal pendant longtemps Joshua Singer. C'est récent qu'on s'intéresse à Joshua Singer. Je parle sous le contrôle d'Origine Nebel qui est à ma droite, parce qu'on est à la maison de la culture yiddish. On avait peut-être une dernière question à vous poser en sortant un peu du film. Dans une interview que vous avez donnée dans la revue K, vous dites à Stéphane Bou, « J'ai une histoire compliquée avec les films qui traitent de la Shoah ». Alors, le dernier film de Jonathan Glazer, The Zone of Interest, est sorti tout récemment sur les écrans en salle et depuis le Festival de Cannes, il a reçu le Grand Prix du jury. On va dire que beaucoup d'encre a coulé à son sujet et on a vu combien ça pouvait être une œuvre controversée. Enfin, en tout cas, elle ne fait pas l'unanimité. Vous, qu'en avez-vous pensé ? Alors, c'est intéressant parce que, bon, déjà, Jonathan Glazer, Jonathan Glazer, c'est un cinéaste qui est très intéressant. C'est quelqu'un qui a fait peu de longs métrages. Il a un certain âge maintenant. Il a fait de mémoire 5 ou 6 longs métrages. Il a une dimension un peu kubrickienne, comme ça. C'est quelqu'un qui fait pas des films tous les 2 ans. Donc quand il fait un film, il y réfléchit beaucoup. Il se trouve que moi, la sortie de mon film, enfin, on était au Festival international de Rome, on était en compétition officielle à Rome et au BFI aussi d'ailleurs à Londres, au même moment, plus ou moins, enfin c'était concomitant avec l'arrivée du film de Glazer. Donc il se trouve qui effectivement a eu le Grand Prix du jury à Cannes, et donc il se trouve qu'on a fait beaucoup de festivals ensemble. Enfin, Shtetl et la Zone of Interest ont voyagé dans des... Enfin, il y a eu beaucoup de choses se sont produites pour ces 2 films dans des tas de festivals où on a été dans les mêmes festivals, etc. Dans beaucoup de mêmes festivals. Et je pense pas que c'est un hasard. C'est-à-dire que au-delà de la concomitance qui était, j'allais dire, tout simplement la temporalité du fait que les films sortaient à peu près, enfin, à 6 mois de différence, il fait exactement, d'une certaine manière, la même chose que moi j'ai essayé de faire, c'est-à-dire qu'il fait un pas de côté. C'est-à-dire qu'en fait, je parlais du fait que j'ai un problème évident d'historiographie avec les films qui traitent de la Shoah. Enfin, en tout cas, ça c'est vrai que pour moi, c'est très problématique. Pour moi, il y a presque une interdiction de la représentation de la destruction, mais ça, c'est peut-être ma dimension. J'ai une dimension religieuse d'une certaine manière, donc pour moi, il y a une interdiction de ça. Il y a des cinéastes qui l'ont fait avec brio. Je pense que Polanski est très légitime puisqu'il l'a vécu, donc je vais pas me prononcer sur d'autres films. Représenter la mort, la destruction, l'extermination, je le ferai jamais. Donc je peux pas le faire, je saurais même pas le faire, j'ai pas envie de le faire. Donc moi j'avais ce problème-là. Donc je m'étais dit comment faire un film singulier ou avec une singularité, c'est en faisant le pas de côté. Et donc c'est montrer les gens vivants dans les dernières 24 heures avant qu'ils soient avant que leur monde ne soit détruit. Et peut-être qu'en les montrant pleinement vivants jusqu'au bout, on comprendra beaucoup mieux ce qui a été retiré de l'humanité. Voilà.
Glazer, il fait aussi un pas de côté, lui. C'est-à-dire tout va se situer, j'allais dire, hors champ. C'est-à-dire, en fait, si on considère que le champ, c'est le camp d'extermination, il est hors champ tout le temps, en fait. Même si c'est un film, d'une certaine manière, aussi d'ailleurs un peu viscontien, d'une certaine manière, un côté très classique, comme ça, je veux dire, un côté très... mais finalement, c'est du hors champ, c'est génial. C'est-à-dire d'arriver à faire un film aussi... j'allais dire classique et flamboyant d'une certaine manière, surtout que c'est avec des couleurs presque saturées, enfin par moments parce qu'il bon la photographie de ce film est géniale, je trouve, en plus, parce qu'il s'intéresse presque aussi, enfin il y a presque des rapports à faire avec les photographies en couleur des nazis, enfin à l'époque, la fameuse pellicule Agfa que les nazis utilisaient pour faire des photos pendant la guerre et tout, avec quelque chose de très comme ça. Et bon, moi je trouve c'est génial, quoi. Donc, et oui, je pense que lui aussi, il doit pas avoir envie de montrer la mort, au sens de représenter les juifs en train de mourir. Il montre les gens qui sont en train de les assassiner, ce qui est pas pareil. Voilà. Donc, mais je pense que lui, comme moi, on fait un pas de côté. Si vous voulez, vous avez presque ces deux films-là, c'est presque d'un côté les meurtriers, de l'autre ceux qui ont été tués. Vous pouvez presque les faire rejoindre au-dessus voilà. Lui aussi, il met une rivière dans son film, hein. Ouais, Et dans cette rivière, il y en a mort, hein. Oui, c'est vrai. Sur une barque. Absolument. Hein, donc, c'est ce que vous évoquiez. Absolument. C'est très, j'allais dire, c'est très éthéré. Enfin, je sais pas comment dire, pas éthéré, mais je sais pas très bien. Oui, il y a plein de choses qui rappellent évidemment l'activité dans les camps. Il y a effectivement ce moment incroyable avec les dents en or, enfin, etc. Donc, bon, bien sûr, la mort est présente, mais elle l'est aussi dans mon film, hein, à la toute fin. Hein. Je veux dire, j'ai pas fait un happy end, hein, donc ça aurait pas été non plus possible de faire croire aux gens et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'était pas possible. Donc moi, j'ai 1 minute 30 de mon film à la fin qui signifie la destruction et l'assassinat, mais si vous regardez bien comment je l'ai tourné quasiment comme effectivement une scène d'action, mais on passe derrière parce que voilà, je montre jamais le visage des bourreaux. Ça c'est presque lévinassien, mais c'est au sens où Lévinas, il a beaucoup parlé du panave, enfin du visage de chaque individu, et que c'est notre humanité dans toute sa singularité, c'est notre visage et tout ça. Mais alors c'est peut-être du fanatisme lévinassien, ce que je vais vous dire, ou c'est un jusqu'au boutisme lévinassien. Mais moi, je leur donne pas de panave, en fait. Je leur donne pas de visage du tout. Panave, ça veut dire visage en hébreu. Je leur donne pas du tout de visage, en fait, à ces gens-là. On les voit pas, en fait. Donc la caméra passe toujours derrière une palissade, en fait, des palissades, avant de finir. Mais moi, jusqu'au bout, je reste avec les vivants. Non.